procès tant attendu de l'ex-président Laurent Koudou-Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé a été ouvert jeudi 28 janvier dernier. Les deux co-accusés ont plaidé non coupables des crimes contre l'humanité devant la Cour pénale internationale CPI à La Haye. Ils étaient très nombreux, ces Africains, surtout ivoiriens, à faire le déplacement devant la Cour pénale internationale et demandent la libération pure et simple de Laurent Koudou-Gbagbo. La réconciliation nationale étant toujours au cœur des débats politiques en Côte d'Ivoire, ils sont nombreux, des partisans de Ouattara comme ceux de Gbagbo, à espérer quelque chose de ce procès qui constitue un facteur déclencheur tant espéré pour la réconciliation des Ivoiriens. Eh bien, pour des panafricains et des observateurs internationaux, ce procès de Laurent Koudou-Gbagbo est plus politique que juridique. Il est particulièrement attendu, d'autant plus qu'il s'agit du premier procès d'un ancien chef d'État africain à la Cour pénale internationale. 5 ans après la crise post-électorale qui s'était soldée par la mort de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire, pourquoi la CPI ne juge-t-elle qu'une partie des responsables présumés? Quel rôle la France et l'ONU avaient-elles joué dans la crise ivoirienne en 2011? Retour sur ces questions avec notre invitée Fanny Pigeaud, journaliste et auteure du livre France, Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Eh bien, Fanny Pigeaud, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis la France. Vous êtes une journaliste de terrain, auteure du livre, je le disais, France, Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Et vous avez couvert également par le passé plusieurs pays africains et pour des médias français. Eh bien, Kartala, le titre d'un de vos ouvrages sur une enquête du régime de Paul Biya au Cameroun, avait également suscité de vives réactions au sein de la classe politique camerounaise et également au sein des Africains. Alors, à l'ouverture du procès de Laurent Koudou-Gbagbo, selon la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, Laurent Gbagbo s'est entêté de garder le pouvoir en 2011 après les contentieux des élections présidentielles. Et pour arriver à cela, Laurent Gbagbo avait mis en place, avec un cercle restreint autour d'une véritable organisation composée des forces de défense et de sécurité, des milices, des mercenaires et de mouvements de jeunes. Alors, mais dans votre livre, Fanny Pigeaud, vous estimez que c'est une histoire tronquée. Quelles sont alors vos raisons ? Effectivement, le récit que donne le procureur de cette crise, c'est la version officielle qui a été celle avancée par les dirigeants occidentaux en 2010-2011, suivie par la plupart des médias occidentaux. Et cette version officielle, elle ne correspond pas aux faits. Moi, ce que j'ai fait avec mon livre, c'est que je me suis replongée dans toute cette crise, et puis surtout en remontant plus loin dans le passé, jusqu'en 2000, l'élection de Laurent Gbagbo, et encore avant, et parce que la crise de 2010-2011, c'est la suite, c'est la suite logique de ce qui s'est passé auparavant. On se souvient qu'il y a eu une tentative de coup d'État dès janvier 2001 contre Laurent Gbagbo, puis d'autres, dont celle de 2002 qui a coupé le pays en deux et qui a fait que la rébellion des forces nouvelles a contrôlé 60% du pays jusqu'en 2011 même. Et voilà, la version officielle de la procureure ne prend pas en compte un certain nombre de faits qui ont été soit cachés, soit mis de côté. Et ces faits sont multiples. Moi, j'en ai retenu plusieurs que je cite dans le livre, que j'explique. Il y a par exemple le déroulement de l'élection présidentielle de 2010 qui ne correspond pas à ce qu'on a dit. À l'époque, on a dit que l'élection s'était bien passée. En réalité, non, et elle ne pouvait pas bien se passer pour une raison, pour même deux raisons. La première, c'est que la commission électorale indépendante était majoritairement composée de membres issus de la mouvance politique de Ouattara. Donc c'était une commission électorale qui n'était pas équilibrée et qui a manipulé les résultats dès le premier tour. Et ça, Henri Konan Bédié, l'ex-chef d'État, l'a dit peu après. Il était en réalité, lui, deuxième du premier tour, mais on l'a fait
passé troisième au profit de Alassane Ouattara. Et puis le deuxième élément important qui a biaisé complètement ce scrutin, c'est que les forces nouvelles, donc la rébellion pro-Ouattara, étaient toujours armées, tenaient toujours 60% du pays et non seulement étaient armées, mais s'étaient réarmées massivement avant l'élection. Et là, il y a des rapports de l'ONU qui le montrent. Un rapport en particulier qui le montrait très bien. Malheureusement, ce rapport, ça fait partie de l'histoire, mais ce rapport auquel je pense a été caché par l'ONU pendant très longtemps. Eh bien, Fanny Pigeaud, avez-vous suffisamment fait des enquêtes sur le terrain, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire? Avez-vous rencontré un certain nombre de témoins et observateurs pour appuyer quand même votre thèse? Ah oui, bien sûr. Alors non seulement j'ai beaucoup lu, mais j'ai aussi rencontré un certain nombre de témoins, acteurs, observateurs, qui n'étaient pas forcément ivoiriens, pas forcément français parce que on y viendra peut-être, mais la France a joué un rôle très très important dans cette crise. Donc voilà, des observateurs qui étaient, et puis aussi des acteurs, qui m'ont donné énormément d'éléments et qui m'ont permis de comprendre ce qui s'était réellement passé à l'époque. D'accord. Eh bien, aujourd'hui, vous n'êtes pas la seule à penser que cette histoire sur la Côte d'Ivoire n'est pas juridique, mais même plutôt politique. Il y a beaucoup qui pensent que c'est plutôt une histoire politique. Alors, dans votre livre, vous fustigez le rôle qu'a joué la France, vous venez quand même de l'évoquer, le rôle qu'a joué la France dans la crise ivoirienne. Alors, êtes-vous en possession de documents ou autres éléments tangibles pour argumenter vos propos, Fanny Pigeaud? Alors, de toute façon, même les documents officiels le montrent, parce que l'émission de la France, elle est totale et depuis avant même l'élection. On se souvient qu'il y a eu, par exemple, de toute façon, il y a eu des liens entre le Burkina Faso. On sait que le Burkina Faso a abrité, a logé, a préparé, a aidé à la préparation des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire en 2002. Et le Burkina Faso était présidé à l'époque par Blaise Compaoré, qui était un allié de la France. Bon, il y a un certain nombre de liens comme ça qui font remonter vers Paris. Et puis à partir de 2003, tout le monde se souvient en Côte d'Ivoire que la France a joué un rôle primordial avec les fameux accords de Marcoussis, qui ont abouti qui avaient pour objectif à retirer les pouvoirs présidentiels de Laurent Gbagbo en réalité. Et la France, jusqu'en 2010, en fait, de 2001 jusqu'à 2010, a cherché par tous les moyens soit à écarter Laurent Gbagbo. Il y a eu aussi là aussi, à Abidjan, on s'en souvient, une tentative de coup d'État en 2004 qui impliquait la France. Paris a essayé, soit par la force, soit par des moyens de pression via l'ONU, avec des résolutions, a tout fait pour écarter Laurent Gbagbo du pouvoir ou lui retirer le maximum de ses pouvoirs présidentiels. Eh bien, toujours dans votre livre, vous présentez l'ancien président Laurent Gbagbo comme un homme qui n'avait pas de réseau, alors notamment sur le plan international, mais c'est plutôt un homme qui fait les frais des ambitions politiques françaises. Alors, le peu de temps que vous avez passé en Côte d'Ivoire, Fanny Pigeaud, suffit-il pour tenir de telles affirmations? En tout cas, j'ai essayé de mener une enquête la plus objective possible, sachant que je ne connais pas Laurent Gbagbo, je n'ai aucun intérêt à écrire quelque chose à sa gloire. Enfin, moi, dans le livre, justement, je ne fais pas un portrait louangeur. Je montre aussi qu'il a fait un certain nombre d'erreurs et qu'il s'est fait donc petit à petit. Vous ne faites pas l'éloge de Laurent Gbagbo alors? Non, je montre que le président a été un homme de compromis. Ça, tout le monde le reconnaît, que mais qu'il est allé trop loin dans les compromis, justement. Il a trop cédé à ses adversaires et au final, il s'est trouvé complètement piégé. Alors, donc, ce sont des erreurs qu'il avait commises. Il était évidemment sous pression du début à la fin. Il a été sous pression de la France, les autorités françaises n'ont jamais accepté qu'il soit à la tête de la Côte d'Ivoire pour une raison bien simple, c'est parce qu'il n'était pas dans le moule habituel auquel les autorités françaises sont habituées. Elles aiment pouvoir contrôler les présidents
des ex-colonies françaises. Et Laurent Gbagbo avait une indépendance d'esprit qui n'était pas compatible avec la volonté de la France de continuer à contrôler l'économie et la politique ivoirienne. Donc effectivement, il a fait les ambitions il a fait la France n'a pas supporté, les autorités françaises, les élites politiques françaises n'ont pas supporté, l'armée aussi française n'ont pas supporté que Laurent Gbagbo soit à la tête de la Côte d'Ivoire. Et lui-même a sans doute sous-estimé ses adversaires et voilà, petit à petit, c'est laissé complètement... D'accord. Eh bien, Fanny Pigeot, revenons encore sur le procès ouvert jeudi dernier, procès de Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Eh bien, la procureure est revenue sur la question ethnique et religieuse. Alors, selon elle, les groupes ethniques, comme les Djoula de confession musulmane, ont été particulièrement les cibles des partisans de Gbagbo sur lesquels les forces de défense ont commis des exactions sommaires. Alors, vous qui avez également fait des enquêtes en Côte d'Ivoire, alors comment expliquez-vous les preuves d'accusation présentées par la procureure sur la question ethnique et religieuse de la crise ivoirienne? Alors pour l'instant, elle n'a apporté aucune preuve. C'était juste, elle a déroulé son récit, mais sans apporter aucune preuve. Donc ça va être très intéressant de voir ce qu'elle va apporter au cours des semaines et des mois à venir, parce que ce procès va durer très longtemps, vraisemblablement. Mais encore une fois, voilà, c'est le récit officiel qu'elle délivre, et ça va être très difficile pour elle, je crois, de prouver ce qu'elle avance, parce que ce n'est pas ce qui s'est passé ne correspond pas à ce qu'elle dit. Encore une fois, la violence en 2010-2011, la violence n'est pas venue des forces de sécurité. Il y a eu des violences de part et d'autre, évidemment, au fur et à mesure que la crise a évolué vers une guerre. Mais les premières attaques armées ont été menées par des groupes de civils armés dans Abidjan, et qui étaient des combattants pro-Ouattara. Et ces premières attaques contre des forces de sécurité ont commencé entre les deux tours de l'élection. Eh bien, justement, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Notre invitée est une journaliste française. Elle a écrit le livre France, Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Eh bien, revenons, nous restons toujours dans ce procès, procès de Laurent Gbagbo. Amnesty International réclame le camp Ouattara, qui doit aussi répondre de crimes devant la CPI, selon plusieurs observateurs. Alors, dans votre ouvrage, vous affirmez qu'Alassane Ouattara est aussi mêlé à ces violences en Côte d'Ivoire. Alors, selon vous, pourquoi la Cour pénale internationale ne juge-t-elle qu'une partie des responsables présumés? Alors, y a-t-il une chance que l'autre camp comparaisse un jour devant la CPI? Alors pour comprendre les enjeux, pour comprendre ce qui est en train de se dérouler, il faut se souvenir de la manière dont la CPI a été créée. La CPI a été créée par des États, par des pouvoirs politiques et pour des raisons politiques. Et aujourd'hui, la CPI est financée essentiellement par des pays occidentaux et par la France à 10%, près de 10%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les États occidentaux qui contrôlent la CPI, tout comme l'ONU est contrôlée par les 5 pays membres du Conseil de sécurité. Donc justement, c'est vraiment, pour l'instant, un instrument politique. D'accord. Donc c'est justement ce qui fait dire à beaucoup d'observateurs que la crise ivoirienne, ou bien le procès de Laurent Gbagbo, est plus politique que juridique. Oui, on sent bien que l'objectif des adversaires de Laurent Gbagbo, c'était de l'éloigner du pouvoir, l'écarter du pouvoir, l'éloigner de la Côte d'Ivoire le plus longtemps possible, en tout cas tant que Alassane Ouattara est à la présidence ivoirienne. Et j'avoue que je ne sais pas très bien comment ce procès va se terminer, parce qu'encore une fois, les preuves la manière dont le procureur va travailler, comment elle va arriver à prouver son récit, qui encore une fois ne correspond pas aux faits. Je ne sais pas très bien comment ça va se terminer. Et en plus, il faut aussi évidemment souligner que les adversaires de Laurent Gbagbo qui l'ont placé à la CPI, qui l'ont conduit là-bas, n'ont aucun intérêt à ce que le procès dévoile ce
que eux, donc la France, mais aussi les troupes de Ouattara, ce que eux ont fait pendant cette crise. Et qui a fait quoi? Ce que l'armée française a fait, parce que l'armée française, là aussi ça n'a pas été dit, mais l'armée française a outrepassé le mandat onusien qu'on lui avait donné en 2011 pour intervenir et a violé le mandat de l'ONU. Donc voilà, ça va être très compliqué, je pense. C'est clair. Passer là-bas, à la CPI. Donc du coup, là, il n'y a pas une chance que l'autre camp, le camp de Gbagbo, comparaisse un jour à la CPI, alors. Sauf si le vent politique tourne, sauf si voilà, tout est lié à la politique une fois de plus. Donc, mais il est évident que les troupes de Alassane Ouattara et de Guillaume Soro, puisque Guillaume Soro était ministre de la Défense à l'époque et toujours chef des forces nouvelles, qui composaient le gros des troupes qui ont agi. Ces combattants pro-Ouattara ont commis des crimes, ont massacré des centaines de civils non armés dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment, et à Yopougon, une commune d'Abidjan, et il est évident qu'il faudrait effectivement qu'il y ait un procès. D'accord. Eh bien, vous critiquez aussi dans votre livre l'ONU dans cette affaire. Alors, selon vous, cette organisation internationale aurait-elle tranché cette crise à la façon deux poids, deux mesures? L'ONU serait-elle jugée partie, selon vous? Mais oui, et ça encore une fois, c'est le même mécanisme que la CPI. L'ONU est contrôlée, on a toujours l'impression, on présente toujours l'ONU comme une organisation neutre, mais non, elle est contrôlée par par le Conseil de sécurité, donc par les 5 membres du Conseil de sécurité, dont fait partie la France, et on sait que pour toutes les crises qui se déroulent dans les pays d'Afrique francophone, c'est la France qui rédige les résolutions qui sont adoptées à l'ONU et qui fait pression pour qu'elles soient adoptées. Et là, quand on retrace les faits à propos de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que la France, effectivement, rédigeait toutes les résolutions qui ont été décidées par le Conseil de sécurité et qu'elle a exercé de fortes pressions sur l'envoyé spécial de l'ONU, Monsieur Choi, l'envoyé spécial en Côte d'Ivoire, et tout au long de la dernière crise, cette crise post-électorale, Paris a tout fait pour que l'ONU fasse ce qu'elle voulait. D'accord. Donc la France a joué un très grand rôle dans la crise ivoirienne. Alors, beaucoup de médias l'ont relevé et les journalistes ont fait plusieurs émissions là-dessus pour sensibiliser et mobiliser l'opinion nationale et internationale. Mais le problème demeure, le procès, c'est jeudi dernier, le procès s'est ouvert jeudi dernier. Alors, pensez-vous qu'il y a une chance que Laurent Gbagbo puisse être acquitté? Si la CPI dit le droit et il y a de fortes chances qu'il soit acquitté. Le problème, c'est que c'est un procès qui s'annonce pour durer de nombreuses années, puisque la procureure a annoncé 138 témoins, ce qui est un chiffre énorme, et sachant qu'on compte à peu près 40 témoins entendus par an, vous pouvez imaginer ce que ça veut dire, et là c'est 138 témoins de l'accusation, mais il y aura ensuite les témoins de la défense. Bref, tout ça va durer très longtemps et les choses peuvent évoluer entre-temps. Alors après, il y a aussi, est-ce que les États africains qui critiquent la CPI depuis quelques années parce qu'elle ne juge que des Africains, est-ce que les pays africains, les 34 États membres de la CPI, vont finalement décider ce qu'ils menacent de faire, c'est-à-dire de quitter la CPI? Je ne sais pas, toujours dire que s'ils le faisaient, ce serait la mort de la CPI et ce serait la fin du procès de Laurent Gbagbo. Il n'y aurait plus aucune légitimité pour justement ce procès. Eh bien, Laurent Gbagbo étant un socialiste, Fanny Pigeaud, certains ont du mal à comprendre pourquoi les socialistes étant actuellement au pouvoir ne le soutiennent pas. Les socialistes français ne l'ont quasiment jamais soutenu, un tout petit peu au début, à son arrivée à la tête de la Côte d'Ivoire. À l'époque, en France, c'était un régime de cohabitation. Jacques Chirac de droite était président, Lionel Jospin, socialiste, était Premier ministre. Et là, pendant quelques mois, ça a été plus ou moins disons tranquille pour Laurent Gbagbo. Mais non, les socialistes français ne l'ont très peu soutenu, et voire pas du tout, et pour une raison bien simple, parce que quand il s'agit de politique africaine, droite et gauche en France ont exactement les mêmes réflexes et les mêmes manières de faire, et ils ne voient les autorités, les élites politiques, militaires, ne voient les pays africains anciennement colonisés par la France
les voit toujours comme des colonies d'abord, on peut dire les choses telles qu'elles sont, et n'ont pas du tout l'intention de lâcher, par exemple, le coffre-fort que représente la Côte d'Ivoire pour la France, ainsi que les autres pays de leur influence. Eh bien, Fanny Pigeaud, le procès étant politique, selon vous, est-ce à dire que ce manque notoire de soutien du Parti socialiste français est une caution de plus pour la condamnation de Laurent Gbagbo? On verra. Est-ce qu'il y aura des pressions exercées par des États africains, des chefs d'État africains sur l'Élysée? En tout cas, les amis proches de Gbagbo que j'ai eu à rencontrer encore récemment, eux sont persuadés que la clé de l'affaire est évidemment politique et que elle se trouve à l'Élysée en grande partie. Donc, est-ce qu'il y aura suffisamment de force du côté africain pour faire reconnaître, pour pousser la CPI à dire le droit, ou bien pour pousser à arrêter ce processus carrément? Je ne sais pas. Là, il y a beaucoup de travail à faire sur le plan politique du côté africain. Alors, vous parlez, il y a beaucoup de travail à faire du côté africain. Alors, il y a beaucoup de panafricains, des Africains avertis qui pensent que les Africains, les États africains qui ont ratissé ce décret-là à la CPI doivent se retirer de la CPI. Quelle est votre opinion là-dessus? Il y a effectivement un gros problème autour de la CPI, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a, je crois, 8 affaires en cours, et ces 8 affaires concernent que des Africains. Donc il y a évidemment un gros problème. On sent bien que c'est une justice des puissants une fausse justice, et qui sert à écarter des opposants. Et moi, je suis pas la seule à le dire. Il y a des juristes qui le disent, et il y a une autre journaliste qui a écrit un livre récemment qui s'appelle le Joker des puissants, et qui donc parle de toutes les défaillances et insuffisances de la CPI. Alors, encore une fois, effectivement, si les États africains qui ont ratifié le statut de Rome décident de se retirer, ça changera toute la situation. Alors, d'où pourrait venir, selon vous, le salut de Laurent Gbagbo et Fanny Pigeaud? Eh bien, de cette action politique qui pourrait venir donc de chefs d'État, mais encore une fois, il faut aussi que les chefs d'État africains aient le courage d'agir et de se prononcer, ce qui n'est pas forcément évident pour ceux des pays d'Afrique francophone, des pays anciennement colonisés par la France, qui sont toujours très sous pression eux aussi. Donc voilà, peut-être que le salut viendra de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud. Peut-être que c'est eux qui pourraient prendre le leadership, sachant que pendant la crise en 2010-2011, l'Union africaine penchait à la fin de la crise pour Laurent Gbagbo, puisqu'il y a eu aussi vraiment un gros travail diplomatique, une bataille diplomatique qui s'est jouée. Finalement, Paris a réussi à faire changer Jacob Zuma de position, mais ça a été très difficile pour Paris. Donc on sent qu'il y a quand même eu une possibilité à un moment donné de renverser la situation. En tout cas, merci beaucoup Fanny Pigeaud. Vous êtes une journaliste, auteur du livre France, Côte d'Ivoire, une histoire tronquée. Vous avez couvert par le passé plusieurs pays africains pour des médias français. Kartala, le titre d'un de vos ouvrages sur une enquête du régime de Paul Biya au Cameroun, avait également suscité de vifs débats. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis la France. Bonsoir. C'est à vous. Vision, l'actualité sociopolitique au Togo en vidéo citoyenne, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo interpelle beaucoup d'Africains, et surtout des panafricains avertis, qui sont nombreux à réagir sur ce procès en demandant la libération pure et simple de Laurent Gbagbo. Nous accueillons en direct depuis la région parisienne Marcelin Kenom, un citoyen béninois. Marcelin Kenom, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci de nous accompagner en direct depuis la région parisienne. Justement, vous suivez de près le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo, tout comme plusieurs Africains et surtout des Ivoiriens partisans de Gbagbo. On a appris cette semaine que certains Béninois
ont manifesté spontanément dans les rues de Cotonou cette semaine, demandant la libération pure et simple de Gbagbo. Alors, Marcelin Kenom, est-ce que vous comprenez les accusations de la CPI contre Laurent Gbagbo? Si je les comprenais, ce serait un mensonge que j'aurais commis en vous disant ça. Je ne les comprends pas et je ne cherche même pas à les comprendre. Pour être honnête, je ne cherche même pas à les comprendre pour la simple et bonne raison que pour régler un contentieux électoral, il n'y a pas lieu de passer par l'ONU pour voter une résolution, pour aller bombarder un pays souverain, enlever son président, le remettre dans les mains de son opposant et ensuite mettre tout l'arsenal juridique qu'il faut mettre en place pour pouvoir l'extrader vers un pays étranger. Donc si je passais mon temps à vouloir comprendre les raisons pour lesquelles ou les accusations qui sont portées contre le président, ce serait une malhonnêteté envers moi-même et ce serait du temps perdu puisque nous savons tous les enjeux qui ont emmené ce monsieur, le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Laurent Gbagbo, vers ce pays étranger qui est la Hollande, plus particulièrement dans la ville de La Haye. D'accord. Alors, on a vu que plusieurs Africains ont manifesté, des panafricains ont crié pendant longtemps. 5 ans après, c'est le même scénario. Le procès est déjà ouvert. Et on ne sait pas si, finalement, Laurent Gbagbo sera condamné. Alors, les chefs d'État, on a également appris que les anciens chefs d'État ont également réagi. Est-ce que ce n'est pas un peu tard, Marcelin Kenom? C'est toujours tard. C'est toujours tard, dans la mesure où quand les hostilités ont commencé en 2002, parce qu'il faut rappeler que ce que nous vivons, nous, ici, en 2016, n'a pas commencé en 2011, ça a commencé en 2002, lorsque les rebelles partis depuis le Burkina Faso sont rentrés dans Abidjan, alors que le président de la République était en visite officiellement à l'étranger. Les problèmes ont commencé à ce moment-là. À ce moment-là, l'ONU n'a pas eu besoin ou n'a pas su prendre la décision de dire je vote une résolution pour aller désarmer les rebelles. Mais on se rend compte que pour Laurent Gbagbo, le président de la République de Côte d'Ivoire, on a voté une résolution, on a confié la tâche à une ancienne puissance coloniale qui est la France de faire le travail. Donc effectivement, la situation dans laquelle nous, Africains, nous sommes, doit encore plus nous interpeller parce que si vous vous souvenez les propos de ce même président, M. Laurent Gbagbo, il disait que lorsque les colons sont arrivés en Afrique et qu'ils ont commencé à attaquer la case de notre voisin, nous en face qui regardions la case se faire attaquer, nous avions dit oh laissez faire, ce n'est pas nous qui attaquons. Seulement quand ils ont fini d'attaquer la case de notre voisin, ils sont venus nous voir. Et nous qui sommes voisins à d'autres personnes, eh ben ils ont eu le même comportement en disant oh, mais laissez, c'est eux, nous on n'est pas concernés. Et quand ils ont fini, ils ont continué. Donc c'est dans cette situation que nous sommes, parce que vous parlez aujourd'hui du Bénin que des personnes ont manifesté, mais leur manifestation, elle est encore plus valable puisqu'ils sont dans une situation politique où on veut encore venir leur imposer un étranger venu de la France pour diriger le Bénin. Donc c'est un double message que les Béninois ont lancé le 28 février, le 28 janvier, en direction de la France et en direction de la communauté internationale. C'est une manière de dire non seulement on est contre ce que vous faites, mais en plus on vous prévient que ce que vous voulez recommencer ici, ça n'aura pas lieu. Donc c'est un double message que les Béninois ont fortement envoyé, et donc il faut le comprendre ainsi. D'accord. Bon, voilà, les Béninois ont manifesté, d'autres Africains également l'ont fait, mais voilà, on se dit, on manifeste, on dénonce, mais jusque-là, on voit que rien ne bouge, mais il faut quand même continuer. Alors, beaucoup d'observateurs estiment que ce procès est plus politique que juridique. Êtes-vous du même avis, Marcelin Kenom? Le procès est beaucoup plus politique que juridique. Je ne peux que marcher dans leur sens. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque pour vider un contentieux électoral, on est obligé de passer par l'ONU, alors que pour les mêmes problèmes dans d'autres pays, il a été simplement demandé de recompter les voix. Je prends les États-Unis.
il y a eu les élections qui ont vu s'affronter M. Al Gore et M. Bush fils, et dans les voix de certains citoyens africains, de certains citoyens américains, n'ayant pas été pris en compte, il n'a pas été décidé par l'ONU de venir bombarder la Côte d'Ivoire. Il a été décidé qu'un recomptage soit fait. Alors après, on peut être contre le verdict final, mais le principe de vider le contentieux, c'était de faire un recomptage. On se souvient en Afghanistan aussi, où il y a eu une élection, où il y a eu des voix qui se sont élevées pour de la triche, de la fraude. L'ONU n'a pas demandé à ce qu'on bombarde l'Afghanistan, alors qu'ils étaient déjà sur le terrain et ils menaient une guerre déjà depuis un certain temps. Ils ont demandé le recomptage. Donc on ne peut pas comprendre que pour un pays souverain qui est la Côte d'Ivoire, où le président sortant dit, mais d'accord, venez la communauté internationale, venez, on va compter. Si vous comptez et qu'à la fin, c'est moi qui ai perdu, je m'en irai, la tête baissée, et vous m'aurez fait honte. Mais comment on vous donne l'occasion, le sortant vous donne l'occasion de l'humilier, et vous refusez, vous qui êtes persuadé d'avoir gagné, vous refusez d'aller l'humilier. Mais plutôt que de l'humilier, on va dire, diplomatiquement, et en le prenant à son propre jeu, vous allez voter une résolution et vous bombardez le pays en causant des milliers de morts, et ensuite, vous venez me dire que c'est un procès de justice. Mais pour que ce soit un procès de justice, il aurait fallu au préalable que vous recomptiez les voix, que celui-ci refusât de reconnaître le verdict final, et ensuite qu'on passe à la phase de guerre. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Donc ce n'est pas un procès de justice, c'est un procès politique. D'accord, justement, Marcelin Quenom, si vous êtes d'avis, avec plusieurs observateurs qui estiment que ce procès de Laurent Gbagbo est plus politique que juridique, et donc ça dit que Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, pourrait être maintenu à la Cour pénale internationale selon vous? Mais bien sûr, l'objectif de ce procès et de cette détention, elle est claire. C'est de faire en sorte qu'il ne puisse à jamais se représenter aux élections en Côte d'Ivoire. La constitution ivoirienne est très claire. L'âge limite pour pouvoir se présenter, c'est 75 ans. C'est d'ailleurs ce qui a frappé Bédier, où il a fallu prendre un décret exceptionnel pour lui permettre de se présenter aux dernières élections. Nous avons déjà des élections qui ont lieu en 2011. Donc l'objectif, c'est de faire durer le maximum possible pour que M. Laurent Gbagbo atteigne l'âge d'inéligibilité. Donc, une fois que les 75 ans seront atteints, les prochaines élections seront cuites pour lui. Il faudra changer la Constitution si on veut qu'il se représente. Et de facto, de l'autre côté, on freine aussi l'avancée politique de M. Blé Goudé. On freine aussi l'avancée politique. Et il ne m'étonnerait pas qu'on libère M. Blé Goudé, qu'on libère M. Gbagbo plutôt, et qu'on garde en prison M. Blé Goudé pour dire que son cas pose encore plus de problèmes. Donc, parce que nous, donc, Marcelin Quenom, dans cette situation, pendant ce temps, les contestations, les manifestations au niveau panafricain, au niveau des Ivoiriens, partisans de Gbagbo vont continuer alors? Oui, ils vont continuer, mais malheureusement, il faut contester, parce que l'homme désarmé n'a qu'un seul moyen, c'est de contester par sa voix. Mais il faut aller plus loin. Et comment? L'organisation de l'Union africaine, qui aujourd'hui est d'accord que c'est un procès politique et non un procès de justice, doit influencer un rapport de force, doit mettre en place un rapport de force qui va permettre de pouvoir discuter. Parce que dans ce type de procès, il n'y aura pas d'issue favorable. Il n'y aura pas d'issue favorable. Je ne vous cache pas que pour qui vous parle, j'ai marché à maintes reprises à La Haye, donc je connais très bien l'endroit. J'ai été jusque devant la prison de Scheveningen où était incarcéré le président, donc je connais très bien. Mais marcher, comme je dis à mes frères, c'est bien. Mais tant qu'il n'y aura pas de rapport de force réel, où des intérêts de l'autre côté seront mis en question, seront mis en péril, il n'y aura pas de victoire. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, Marcelin Quenom, selon vous, comment les peuples africains pourraient aider à obtenir ce rapport de force, selon vous?
mais ce rapport de force, il est très simple à obtenir, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, nous savons quels sont les intérêts que les Occidentaux, et particulièrement la France, qui a instrumentalisé toute cette guerre-là, possèdent en Afrique. Il faut absolument qu'on joue sur ces intérêts pour avoir la possibilité de libérer ce prisonnier. C'est-à-dire que la première chose, c'est de battre monnaie nous-mêmes. C'est de sortir du franc CFA. Parce que c'est cette monnaie-là qui permet à la France de pouvoir continuer à payer ses dettes au niveau de l'international, où elle va sur les marchés financiers s'endetter au dos des Français et utilise notre monnaie à nous pour un moment donné combler sa balance déficitaire. Si on n'attaque pas l'intérêt vital qui est la monnaie, qui est la finance, qui est le nerf de la guerre, il va être très difficile que les rapports de force s'inversent. Le jour où vous coupez la source d'approvisionnement à ces personnes-là, mais vous verrez tout simplement que les choses vont se remettre en ordre toutes seules. La deuxième chose, c'est que les pays africains qui sont majoritairement signataires de la charte de la CPI, du tribunal pénal international, mais ils devraient tous se retirer à l'unanimité et d'un commun accord. Ils devraient tous se retirer. C'est le minimum à faire. Parce qu'aujourd'hui, vous enlevez les pays africains, on représente 54 États quand même. Et il y a 73 États de par le monde. Et les 173 États n'ont pas signé la charte de la CPI. Donc, raison pour laquelle certains pensent que voilà, la CPI est faite pour garder ou bien juger que les Africains. Alors on va quand même avancer. Marcelin Colomb, selon plusieurs observateurs ivoiriens et internationaux, le camp Ouattara avait également commis des exactions sommaires sur des partisans de Laurent Gbagbo, mais jusque-là, Ouattara ne comparait pas à la CPI ni ses partisans. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Il faut qu'on soit réaliste aussi. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Si ça vient se produire, c'est qu'un des éléments du groupe devient récalcitrant et désobéissant. Et c'est à ce niveau-là que ça pourrait se produire. Si ça vient se produire, c'est qu'il y a une bataille de deux personnalités qui visent des intérêts différents et que l'un veut prendre la place de l'autre pour affaiblir l'autre. Et c'est dans ce sens-là que ça pourrait arriver. Mais permettez-moi de vous dire que je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde. Parce que si on veut commencer par regarder le camp de Ouattara, il faut commencer par la source primaire qui est Blaise Compaoré. Les soldats en 2002 ont été entraînés où? Au Burkina Faso. Qui était président du Burkina Faso en 2002, c'était bien Blaise Compaoré. Qui a hébergé, nourri et fourni tout le mode d'entraînement et d'armement aux rebelles, c'est bien Blaise Compaoré. Donc si on doit commencer par un, il faudrait commencer par Blaise Compaoré. Parce que quand on a commencé en Côte d'Ivoire avec l'ancien président, on n'a pas commencé par les soldats. On a commencé d'abord par la tête, c'est-à-dire le président, et ensuite on est descendu. Mais là, c'est pareil. Si on veut commencer par la tête, il faut commencer par Blaise Compaoré, ensuite Ouattara, ensuite Soro Guillaume, et ainsi de suite, jusqu'à arriver. Mais force est de constater que ça n'arrivera pas, parce que les loups ne se mangent pas entre eux. D'accord. Eh bien, mais vos commentaires sont quand même très pertinents par rapport au procès de Laurent Gbagbo. Alors, on ne va pas quand même finir cet entretien avec vous sans aborder aussi une question d'actualité politique au Bénin, puisque vous êtes vous-même béninois. Déjà, le 28 février prochain, le premier tour de l'élection présidentielle va se dérouler au Bénin. La candidature du franco-béninois continue par susciter mécontentement, suivi des réactions des citoyens béninois et surtout des politiques également. Et justement, cette semaine, Maître Kato Atita, l'ancien avocat du président Jair Boni, déclarait sur un média national que Lionel Zinsou a fait une rupture avec les réalités sociologiques béninois. Alors, donc, pour Maître Atita, Lionel Zinsou exerce manifestement une autre nationalité justement française. Et donc, sur cette base, le gouvernement béninois devrait retirer la nationalité au Premier ministre Lionel Zinsou. Alors, Marcelin Colomb, décidément, les choses deviennent un peu plus compliquées pour Lionel Zinsou. Les choses deviennent un peu plus compliquées, oui et non.
Parce que ce qui est dit dans cet article, c'est que si une personne arbore une autre nationalité et qu'il est constaté qu'il accepte et a joui de cette nationalité depuis tout temps, et que cette personne vient ensuite au Bénin pour réclamer sa nationalité, il faille prendre un décret pour le déchoir de sa nationalité béninoise. C'est là où le problème va se poser. Parce que s'il n'y a pas de décret qui officiellement le démet de sa nationalité dahoméenne, puisqu'à l'époque c'était encore le Dahomey, la question va rester encore en suspens, à savoir sur quelle base juridique on peut effectivement lui refuser de se présenter aux élections. Et là, les institutions qui sont normalement censées faire leur travail comme il faut devraient prendre le relais. Je parle du Conseil constitutionnel, je parle de la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle, en dépit de la Constitution qui dit qu'il faut être né béninois ou avoir une carte d'identité béninoise et vivre une carte d'identité béninoise de plus de 10 ans, dans la Constitution, il n'est pas précisé qu'il faille vivre sur le sol béninois pendant X temps avant de pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Maintenant, si le Code de la nationalité vient compléter ce vide juridique, c'est au Conseil constitutionnel de se saisir de cet état des choses et d'invalider la candidature de M. Lionel Zissou pour une simple et bonne raison, pour la rupture sociologique qu'il y a entre lui et l'État du Bénin. Parce que mettre Tita à poser un problème qu'on ne voit pas comme ça tout de suite, mais qui va venir de plus en plus si on s'entête à vouloir aller vers une élection de M. Lionel Zissou. C'est le jour où il se présente en France comme étant un représentant de l'État du Bénin. Sous quelle nationalité il se présente? Sachant qu'il n'a jamais abandonné sa nationalité béninoise, qu'il n'a pas abandonné sa nationalité française, mais que l'État français, lui non plus, ne l'a pas démis de sa nationalité française, puisque les mêmes lois qui existent chez nous existent aussi en France. Alors, sous quelle nationalité ce monsieur va se présenter? Il se présentera sous la nationalité française. Et à partir de là, on n'a plus un président, on a un préfet, au mieux un ambassadeur. C'est ça qu'on risque d'avoir. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, les autorités françaises qui ont eu la mauvaise idée de faire la guerre en Libye et en Côte d'Ivoire se sont aperçus qu'ils ont commis une grave erreur et que par ces erreurs-là, les Africains sont en train de se réveiller. Ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Donc, on change le fusil d'épaule et on active d'autres leviers. Ces leviers sont les binationaux. Et quand on parle de binationaux, il ne faut pas voir le métis. Il faut voir l'Africain qui est en France depuis 30, 40 ans, qui a une nationalité béninoise avec une pièce d'identité béninoise et tout ce qui va avec, c'est-à-dire passeport et carte d'identité, mais qui de l'autre côté jouit d'une carte d'identité française, mais paye ses impôts en France, vit en France, a son domicile principal en France, travaille en France, jouit des lois et des textes français, mais qui se dit aussi béninois. Donc le problème, il est plus grave que ça. D'accord. C'est qu'on doit aujourd'hui au Bénin prendre carrément, inscrire dans la Constitution que les binationaux ne pourront pas se présenter à des postes de la haute magistrature. Et quand on dit binational, ce n'est pas que le métis. C'est le noir qui, lui aussi, s'est expatrié et a adopté la nationalité d'un autre pays. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, à un moment donné de votre vie, adopté la nationalité d'un autre pays, vous ne devriez plus être en possibilité de dire « je veux présider la magistrature suprême ». Parce qu'il y a conflit d'intérêts. C'est clair. Il y a conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas avoir les fesses assis sur deux chaises. C'est clair.
C'est clair. Merci beaucoup, Marcelin Quenom, de nous avoir accompagnés en direct depuis la région parisienne. Merci et bonsoir. Bonsoir à vous. Libre expression. Libre expression. Laissez vos réactions sur toute l'actualité sociopolitique en Afrique, notamment au Togo, sur Eben Radio. Le best-of des radios, en collaboration avec votre émission Fenêtre sur l'Afrique. Exprimez-vous en laissant vos réactions sur notre messagerie WhatsApp au 0041 79 641 60 50 0033 651 529 480. Fenêtre sur l'Afrique et Eben Radio, ensemble pour la libre expression. Bien, merci également à Erika Alorvor de FM Liberté qui synchronise cette émission sur cette radio FM Liberté à Chicago. Merci également à Ben Radio qui va également rediffuser cette émission demain dimanche à 13h. Et bien, toujours des réactions sur le procès de Laurent Koudou-Gbagbo. Nous accueillons maintenant ici, même en Suisse, Nakouti, une citoyenne ivoirienne qui a participé à cette mobilisation à La Haye jeudi dernier à l'ouverture du procès. Nakouti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct également avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Eh bien, je le disais, vous étiez présente sur la place de mobilisation à La Haye pour demander la libération de Laurent Koudou-Gbagbo. Alors d'abord, parlez-nous de la mobilisation des Africains, surtout des Ivoiriens, devant la Cour internationale de la CPI. Oui, c'est ça. Effectivement, nous, Africains, on était à La Haye le 28 janvier dernier, donc il y a à peine quelques jours, pour manifester notre mécontentement à la face du monde quant à ce procès de la honte. La honte que devrait avoir la CPI de ne juger que des Africains et de sournoisement omettre l'implication des organisations internationales telles que les Nations Unies, des puissances européennes telles que la France, et bien entendu avec la complicité de nos dictateurs, comme par exemple M. Alassane Dramane Ouattara. Nous étions facilement, je peux dire, entre 1000 et 1500 comme ça. J'ai pas les chiffres exacts. C'est pas évident. Oui, et nous sommes venus de la France, de la Suisse, de l'Italie, de la Belgique, de l'Allemagne. J'ai même rencontré des Africains venus de la Norvège, la Finlande et tout ça. Et on a manifesté, on a discuté entre nous. J'ai fait la connaissance des Africains aussi venus même de l'Afrique, donc du Congo, qui ont exposé leur réalité. Nakouti, on a aussi appris que les Béninois ont également manifesté à Cotonou. C'était pas mal. Hein. Oui, c'était. Moi aussi, je l'ai appris. C'était très bien, et je veux dire que c'est un signe de solidarité, parce que c'est le procès qui se déroule en ce moment, c'est un procès africain. Il se déroule en Europe, certes, mais c'est un procès africain. C'est ça que l'Afrique doit retenir. D'accord, le panafricanisme doit commencer maintenant, c'est ça? Oui, il avait déjà commencé. Il a commencé avec Thomas Sankara, il a commencé avec Patrice Lumumba, il a commencé avec Laurent Gbagbo, il a commencé avec le ministre Charles Blé Goudé. Seulement, certaines personnes ont voulu cacher le soleil avec la main. D'accord. Ils n'y arriveront pas, parce que nous sommes debout maintenant. D'accord, nous sommes debout, les Africains sont debout, réveillons-nous, et comme le disait également un historien burkinabé, Nan Lara Ansarasi, et nous sommes couchés, nous sommes morts. Alors, Nakouti, votre réaction sur ce procès de Laurent Koudou-Gbagbo? Alors, moi, j'y étais du 28 au 29 au soir, donc de temps en temps, je m'éclipsais de la manifestation pour rentrer en salle, et notamment le 29 aussi. Mon observation première, c'est que ce que je vais appeler ici l'équipe bensoudienne a tenté de parler de l'Afrique à ma place. Moi, africaine, a tenté de parler de la problématique ivoirienne à notre place. Et c'était pas ce qu'on leur demandait. Eux, ils sont dans une posture de juriste. Et donc, leur rôle, c'est de lire le droit, de dire la vérité et rien que la vérité. Et ce n'est pas ce qui a été fait. De ce que j'ai constaté du déblatéré donc de l'équipe bensoudienne,
ils sont passés du statut de juriste au statut de sociologue. Donc, ils l'ont mal fait. Parce que c'est pas le métier. Parce que Madame Bensouda et son équipe, ils ont osé dire que le musulman ivoirien donc, était un signe distinctif, on pouvait le reconnaître à travers ses gris-gris. Et qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, pour reconnaître un musulman, il a pas mal de gris-gris. Et ce que je tenais à dire aujourd'hui dans l'espace qui m'est offert, c'est de faire comprendre à Madame Bensouda et son équipe que moi, qui suis de Zoukoube, on a des hommes panthères, que la tradition appelle comme ça, qui ont aussi des gris-gris et qui ne sont pas du tout du Nord et qui ne sont pas musulmans. Au sud de la Côte d'Ivoire, au centre et dans n'importe quelle tribu ivoirienne, on a toujours cette tradition qui est peut-être liée au gris-gris et qui dépend de l'intérêt que celui qui le porte lui donne. Ce n'est pas un signe distinctif, donc ça n'a aucune implication sociologique. Et pire, il n'y a aucune étude scientifique qui le démontre. Donc Mme Bensouda et son équipe se contentent de donner le droit et de dire la vérité, parce qu'ils nous ont perdu 48 heures du 28 au 29 Exactement. à faire que des allégations mensongères. D'accord. Et ça, c'est ce que je voulais préciser. D'accord, et merci pour votre réaction. Et bien sûr, ce procès, sur l'ouverture du procès de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé, il est quand même vrai que la procureure, à l'ouverture de ce procès, est revenue sur la question ethnique et religieuse. Et selon elle, les groupes ethniques comme les Djoula de confession musulmane ont été particulièrement les cibles des partisans de Gbagbo. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Nakouti, est-ce que selon vous, ce procès constitue un facteur déclencheur tant espéré pour la réconciliation des Ivoiriens? Non, je vais vous répondre très sincèrement non. Et non seulement la problématique ivoirienne n'est pas une question de clivage ethnique, mais elle n'est pas non plus un facteur de réconciliation. Le fait, en tout cas, de la déportation du président Laurent Gbagbo n'est pas innovateur en termes de réconciliation, ni de son ministre Charles Blé Goudé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une matrice colonisatrice. Nous sommes dans une matrice esclavagiste. Et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui ne veulent pas qu'on dise leur nom et qu'ils veulent nous faire croire qu'on est dans un pourparler ou bien dans une discussion interafricaine, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, si l'Ivoirien a envie veut se réconcilier, doit se réconcilier, on va le dire comme ça, il faut que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé soient purement et simplement libérés. Ils n'ont rien à y faire. Ils n'ont rien à y faire dans cette prison. La CPI, ils n'ont rien à y faire dans cette prison. Ça, c'est aussi une réalité. Il faut que les prisonniers politiques aujourd'hui, que Alassane Dramane Ouattara enferme de manière complètement absurde et dans du non-droit, donc on peut lui-même aujourd'hui l'impliquer dans ce qu'on va appeler les crimes contre l'humanité, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Justement, la question qu'on se pose également, pourquoi la CPI ne juge-t-elle qu'une partie des responsables présumés? Alors, ça dépend de ce qu'ils appellent, ils sont dans une logique de géostratégie. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, dans la sous-région donc de l'Afrique de l'Ouest, c'est le moteur, c'est la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Si on arrive à déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, si on arrive à déstabiliser la Côte d'Ivoire principalement, après les autres, ce n'est que l'effet domino. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire, c'est ce qu'ils tentent de faire. Ils le réussissent encore péniblement parce que les Africains ont compris la logique. Eh bien, Nakouti, devant cette situation, vous avez encore 2 minutes. Quel est votre message à l'endroit du peuple africain, des Ivoiriens, des Gabonais, des Togolais, des Congolais sont nombreux à l'écoute de cette émission panafricaine? Mon message, ce serait de paraphraser le président Laurent Gbagbo quand il disait que quand on attaque la tribu A, la tribu B se dit « ce n'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas ». Mais il faut comprendre que celui qui a fini d'attaquer la tribu A va s'attaquer à la tribu B. Et c'est ce qu'ils ont commencé. On a vu ce que ça donnait au Burkina, ou c'est ce que c'est en train de donner, c'est ce que c'est en train de donner aussi au Bénin, notamment ce que c'est en train de donner dans pas mal de pays d'Afrique. Ce que je voulais dire aux Africains aujourd'hui, c'est que restez éveillés.
il est très important qu'on soit interconnectés entre nous, parce que le leader de demain, l'Africain de demain, doit faire comprendre qu'il n'a plus envie de se justifier dans une logique qui n'est pas la mienne, qui n'est pas la nôtre. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Nous devons créer notre propre matrice. Nous devons créer nos propres bases. Et nous devons aller vers une démocratie qui ressemble à l'Ivoirien, qui ressemble à l'Africain, qui ressemble à n'importe quel Africain aujourd'hui. Et ça, c'est mon message à moi. En tout cas, c'est un message très fort, un message de conscientisation, un message de veille pour tous les Africains, des panafricains qui sont à l'écoute de cette émission panafricaine, Nanlara en Sahara. Si nous dormons, nous sommes morts, a dit un historien burkinabé. Merci et d'avoir été des nôtres. Nakouti, j'espère que vous êtes en Suisse. On se reverra très bientôt pour d'autres débats sur l'actualité politique ivoirienne, togolaise et bref, africaine. Merci et bonsoir Nakouti. Au revoir. TogoCity.com, ici lomé.com, TogoActualité.com, togo-online.co.uk, crdtogo.com. Sont nos sites partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.